Pour ce grand entretien, j'accueille Nicolas Lauze de Couette-Gouran. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de me recevoir. Vous êtes donc le directeur du pôle transformation des entreprises du WWF. On parlera évidemment en détail de tous ces partenariats. C'est ce fonds mondial pour la nature, en bon français. Tout le monde le connaît, tout le monde croit le connaître. C'est quoi? C'est une ONG, c'est une association? Présentez-nous le WWF. Oui, exactement. Donc, c'est une ONG environnementale. Et donc, à ce titre, nous avons 3 missions principales. Il y en a une pour laquelle on est plus connu que les autres, je dirais, qui est la mission de préservation, de protection. Ouais. C'est-à-dire qu'on est présent dans 100 pays et nous avons des projets de conservation qui sont menés avec nos bureaux locaux, avec les communautés locales, au niveau local. C'est ça que je dirais que c'est la mission qui est la plus connue du grand public. Mais à côté, nous avons 2 autres missions aussi tout aussi importantes. Une mission d'alerte, alerter sur l'état de la nature. Et cette alerte, elle passe par la publication et le relais d'informations scientifiques. Donc il y en a 2 qui font l'objet d'ailleurs de relais médiatiques assez importants. L'une, c'est le jour du dépassement. C'est la date à partir de laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète est capable de renouveler dans l'année. Cette année, ça sera le 2 août. Et donc on constate depuis 50 ans que cette date se rapproche du 1er janvier. C'est-à-dire qu'on consomme, l'humanité globalement consomme plus rapidement, toujours plus rapidement les ressources de notre planète. Et puis un autre chiffre, un indice que l'on publie aussi tous les 2 ans, c'est sur le suivi des populations d'espèces, c'est-à-dire le nombre d'animaux de vertébrés dans la nature. Et là, on constate aussi un effondrement. Depuis 50 ans, on a perdu 69% des populations d'espèces. C'est-à-dire que 69% d'animaux en moins, de vertébrés en moins, en 50 ans. Donc c'est un effondrement dramatique. Donc ça, c'est pour le rôle d'alerte. C'est le rôle d'alerte, exactement. Et la 3e mission, c'est la mission de transformation. Transformation à la fois des politiques publiques, où là on intervient sur le périmètre français, le périmètre européen et au niveau international. Donc le politique publique, c'est changer le cadre, changer les règles du jeu. Et puis la transformation des entreprises. Ça, c'est un axe clé de l'approche du choix stratégique de WWF que d'aller engager les entreprises qui sont responsables d'une grande partie d'ailleurs des dérèglements environnementaux que je mentionnais précédemment. Oui, effectivement. Et là, on est au cœur de votre mission et qu'on va détailler ensemble. Création du WWF 1961, création du WWF France en 73. C'est une fondation reconnue d'utilité publique en France. Ça vous donne des droits, des devoirs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors ça signifie qu'on est avant tout représentant de la société publique. Nous sommes, le WWF est principalement financé par des dons des individus, des particuliers qui soutiennent l'ONG. Et donc à ce titre, on a le rôle et la responsabilité d'agir pour le bien commun, pour l'intérêt commun. Vous êtes, on l'a dit, en charge du pôle transformation des entreprises. C'est à la fois, vous l'avez dit, les entreprises, c'est à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire que par définition, quand on peut être le problème, on peut être la solution. En quoi c'est un levier pour vous majeur de la transformation environnementale et sociétale? Alors c'est exactement ça. Les entreprises sont vraiment au cœur des modèles de production, des modèles de consommation. Donc en tant que responsable d'une grande partie des problèmes, elles ont aussi ce rôle, cette responsabilité d'innovation, de trouver les solutions. Et donc nous, notre objectif et notre choix, c'est de travailler, de choisir certaines entreprises avec lesquelles on peut partager une vision et atteindre des objectifs que individuellement on ne réussirait pas à atteindre. Donc c'est le rôle de mon équipe, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est un rôle important parce que il y a une demande de transparence des citoyens, des consommateurs, des soupçons de greenwashing. Donc quand le WWF s'engage avec une entreprise, parfois au long cours, c'est tout sauf neutre, quoi. C'est tout sauf neutre, c'est tout sauf neutre. Et c'est pour ça qu'on est aussi, vous parliez de responsabilité, on est redevable des impacts que l'on obtient. Donc quand on choisit de travailler avec une entreprise, on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on va chercher à faire. Et donc on va mettre notre énergie pour l'atteindre. Un des chiffres qui est assez intéressant, je trouve, c'est que dans le monde, 90% de la déforestation est liée à l'expansion agricole. Et on sait que la déforestation, la conversion des terres, c'est la première cause de perte de biodiversité. Et c'est aussi une cause majeure des dérèglements climatiques. C'est à peu près 12 à 15% des émissions climatiques. Donc par exemple, ce sujet de la déforestation, c'est un sujet majeur pour nous d'engagement des entreprises. Et ça veut dire quoi? Vous choisissez les entreprises qui vont pouvoir, en faisant évoluer leur modèle économique ou en faisant évoluer la pression qu'elles vont mettre sur leurs sous-traitants, évidemment, on parle du scope 3, qui vont permettre d'améliorer finalement ce bilan en termes de déforestation et donc
de préservation de la biodiversité? Alors oui, on choisit. Oui. On choisit à la fois des entreprises avec lesquelles on considère qu'on peut avoir un impact sur toute leur chaîne de valeur, en amont les fournisseurs, comme vous l'avez dit, mais aussi en aval, leurs consommateurs. Mais aussi on choisit des entreprises avec lesquelles on pense qu'on partage une vision, avec lesquelles on pense que c'est sérieux et que ce n'est pas justement du greenwashing. Donc le processus pour développer un partenariat, c'est un processus assez long, mais qui permet de s'assurer sur les enjeux stratégiques et je dirais le mode opératoire, que l'entreprise mette les moyens derrière, humains et financiers, pour atteindre ces résultats. On est une ONG, on n'est pas des prestataires. Donc quand on travaille en partenariat, chacun a un rôle à jouer pour atteindre les objectifs. Un exemple, celui du marché des matières premières, 300 à 500 entreprises qui contrôlent 70% des marchés mondiaux des matières premières considérées comme critiques par le WWF. De quelles matières premières on parle ? Alors là, c'est centré sur les matières qu'on appelle renouvelables, c'est-à-dire celles qui vont repousser chaque année, par opposition aux minéraux, aux métaux. Donc ces matières-là, ce sont le bœuf, le bois, le cacao, le soja, l'huile de palme, donc toutes ces matières qui sont les principales causes de la déforestation dans le monde, de la conversion des écosystèmes. Et donc, vous nous l'avez dit, vous choisissez les entreprises qui partagent un certain nombre de valeurs et d'engagements. Est-ce qu'à l'inverse, vous n'allez pas me donner de nom, mais vous êtes contacté par des entreprises, vous dites, non, on n'y va pas. C'est pas cohérent. Je ne vous demande pas des noms, encore une fois, mais ça doit vous arriver, quoi, évidemment, régulièrement, tous les jours. Tous les jours. On dit plus souvent non que oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que, encore une fois, on cherche l'impact. On ne cherche pas à récolter des fonds, on cherche de l'impact. Donc, c'est la raison première de notre action. Il y a une mission de... Quand on rentre dans un partenariat, il y a une mission de conseil aussi. Comment les entreprises peuvent agir ? C'est quoi le bon conseil, le bon premier levier à actionner, en quelque sorte ? Alors, un des premiers leviers, selon nous, c'est d'avoir une approche scientifique. Il y a 3 grandes thématiques sur lesquelles on engage les entreprises. La première, c'est sur le volet climatique. Aujourd'hui, il y a des méthodologies. Il y a le SBTI, le Science Based Target Initiative, qui permet aux entreprises de fixer des cibles climatiques alignées sur la nature. Donc ça, c'est vraiment un des points aujourd'hui qui sont fondamentaux pour nous. Puis au-delà de fixer une cible, ensuite, il faut définir ce qu'on appelle le plan de transition, c'est-à-dire la démarche, le comment l'entreprise va réussir à atteindre cette cible. Donc ça, c'est un premier volet. Puis le second, c'est la même chose quelque part sur le volet nature et biodiversité. Et donc, d'ailleurs, on a fait un grand événement il y a 2 semaines sur ce sujet. À Paris ? À Paris, exactement, qui a rassemblé 400 participants, une centaine d'entreprises européennes. Et donc, pour présenter justement ces nouvelles méthodologies scientifiques qui permettent aux entreprises de s'engager et d'agir sur le volet nature. Parce que trop souvent aussi, on entend l'excuse de dire on ne sait pas, c'est compliqué. Vous savez, la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué que le climat. C'est plus difficile à mesurer, etc. Voilà, et tant qu'on n'a pas tout, on ne peut pas agir. C'est pas vrai. Tant qu'on n'a pas tout, on peut néanmoins faire un certain nombre d'actions. On peut rentrer du coup dans cette démarche SBTN. On peut prendre des engagements sur la lutte contre la déforestation, sur la thématique des océans. Donc il y a un certain nombre d'actions simples à activer en attendant peut-être que demain il y ait davantage de méthodologies qui soient mises en place. On va prendre 2 exemples, alors qui sont 2 exemples de grands groupes. On reparlera des PME parce qu'il y a aussi une action évidemment très importante auprès des PME. Partenariat avec la Fondation Michelin. Alors là, on va parler plutôt de l'angle déforestation, biodiversité. C'est autour du caoutchouc naturel, c'est ça ? Racontez-moi en quoi consiste ce partenariat. Oui, alors Michelin, c'est avec le groupe Michelin. Il y a le groupe et la fondation. De sujets différents. Avec le groupe Michelin, alors là, on est au cœur de ce dont on parlait tout à l'heure, sur la thématique, sur la matière première caoutchouc, qui est une matière qui est aussi qui fait partie de cette top list de matières premières sur lesquelles agir. Michelin, c'est en fonction des années le premier ou le second acheteur mondial de cette matière première. Donc là, on est vraiment au cœur de la chaîne avec un effet de levier colossal. Et donc, avec Michelin, on a travaillé pour qu'ils soient les premiers au monde de ce secteur à prendre un engagement zéro déforestation. Ensuite, on a agi ensemble pour convaincre tous leurs concurrents de prendre les mêmes engagements. Et c'est là où on voit d'ailleurs notre rôle d'influence, d'accompagnement, mais de challenge, pour faire en sorte qu'à la fois, on arrive à débloquer ces nœuds, ces leviers, ces problèmes qui se posent au niveau sectoriel. Donc ça, c'est, je dirais, au niveau politique, stratégique. Et puis, il y a un niveau aussi très pragmatique. Une fois qu'on a pris un engagement, c'est bien, mais ça ne transforme rien dans la vraie vie. Donc, il faut encore engager les fournisseurs, mettre en place les outils, avoir un suivi, et puis mettre en place sur le terrain, concrètement, des projets qui répondent à ces politiques. Et donc là, on a travaillé en Indonésie avec notre bureau local pour faire en sorte qu'une des concessions qui était codétenue par Michelin mette en œuvre ces principes.
C'est quoi? C'est une logique de traçabilité aussi? La traçabilité. C'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur, c'est l'une des difficultés auxquelles ces groupes peuvent être confrontés? Oui. Oui, bien sûr, c'est une des difficultés, mais c'est aussi un des prérequis, puisque sans traçabilité, on ne peut pas... La traçabilité, c'est un des éléments de la durabilité. D'abord, il faut savoir d'où ça vient, et ensuite s'assurer que c'est fait correctement, d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Donc, la traçabilité, oui, c'est important. Ce n'est pas une fin en soi. La traçabilité, c'est un moyen pour ensuite assurer les modes de production durables. Et alors, si on reste sur cet exemple Michelin, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils sont sur le chemin de cet engagement? Est-ce qu'ils y sont déjà arrivés? Vous en êtes où? Ils sont sur le chemin. Comme beaucoup d'entreprises, ils sont sur le chemin. Nous, en tant qu'ONG, on a toujours ce rôle d'augmenter le niveau d'ambition et de faire en sorte que ça aille plus vite. Donc, c'est aussi notre rôle d'être un peu la mouche du coche. Mais on aide à faire en sorte qu'on accélère. Donc, aujourd'hui, on a réussi aussi à franchir un nouveau palier puisqu'il y a eu récemment au niveau européen une nouvelle réglementation qui va imposer à tous les importateurs, donc les entreprises qui importent sur le marché européen une liste de ces matières premières, dont le caoutchouc, d'assurer, de prouver que la zone dans laquelle la matière a été faite n'a pas causé de déforestation, légale ou illégale. Et ça, c'est vraiment un changement des règles du jeu dont je parlais tout à l'heure. Et on a réussi à obtenir ça d'ailleurs grâce au soutien aussi d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui voient que c'est possible dans la vraie vie et qui ont, à nos côtés, fait du coplaidoyer au niveau européen pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Et on verra que cet enjeu, on est au cœur de cet enjeu cette semaine, puisqu'il y a la loi sur la restauration des écosystèmes qui doit être votée au Parlement européen. Mais je voudrais prendre un deuxième exemple, celui de grande entreprise, de Sodexo. Je crois que c'est un partenariat qui dure depuis une douzaine d'années. Alors on est sur quels objectifs là? Oui, Sodexo, c'est un partenaire historique, exactement. Sodexo, c'est une entreprise, quelques chiffres pour savoir qu'est-ce que c'est Sodexo. Sodexo, c'est une entreprise de restauration collective, c'est 100 millions de repas par jour. Donc, on parlait d'impact. Voilà, on voit qu'en faisant... Là, on a un levier, là. Voilà, en faisant évoluer Sodexo, on a la capacité d'avoir un impact mondial très fort. Et donc, Sodexo, c'est une entreprise, c'est la première entreprise du secteur, donc après 10 ans de travail, qui a réussi à annoncer d'être la première à prendre un engagement neutralité carbone, donc net zéro, à l'horizon 2040. Mais net zéro, selon les méthodologies scientifiques que je mentionnais précédemment. Oui, c'est ça. Ils ont intégré l'initiative Science Based Target for Nature, c'est ça? Alors, les deux, le SBTI et le SBTN, sur lequel on commence à les engager aussi. On a initié. C'est plus exigeant d'ailleurs? C'est différent. Le SBTI, c'est vraiment sur le climat, spécifiquement, sur l'objectif climat, la cible carbone. Le SBTN, ça va être sur les cibles en lien avec la nature, c'est-à-dire la déforestation, la préservation de l'eau douce en qualité, en quantité, demain sur les océans. Ça veut dire, à partir du moment où ils sont dans ces objectifs, ces cibles basées sur la science, est-ce que ça rassure vos partenaires? Est-ce que ça rassure une entreprise comme Sodexo? C'est à la fois plus exigeant, mais peut-être plus rassurant? Est-ce que ça permet de communiquer, d'être confiant dans ses résultats? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors oui, d'un côté, ça rassure, puisqu'on est dans un cadre, on parle des limites planétaires. Et bien là, justement, ces méthodologies permettent aux entreprises de rentrer dans ces limites planétaires. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans les limites planétaires que c'est simple à mettre en œuvre. Il faut accompagner la transformation en interne, en externe. Et donc, c'est tout l'enjeu. Parce que quand on parle de fixer une cible scientifique, ça a un impact sur le modèle d'affaires, sur l'offre. Et concrètement, Sodexo, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise qui vend des repas d'être net zéro? Ça veut dire changer l'offre. Ça veut dire demain avoir plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Ça veut dire avoir une réduction drastique du gaspillage alimentaire. Donc ça veut dire un certain nombre d'enjeux aussi très concrets, pratico-pratiques. Et donc c'est presque le modèle économique qui bascule, on peut aller jusque-là. Absolument. Et donc, ça implique aussi d'avoir une capacité à convaincre leurs clients de choisir les nouvelles offres. Parce qu'une nouvelle offre que personne ne choisit, ça n'a pas d'impact. Donc, il y a tout ce travail aussi de formation interne de leurs acheteurs, leurs commerciaux, pour s'assurer que ces nouvelles offres voient le jour et soient diffusées et marchent. Alors, il y a les grands groupes et il y a les PME, avec notamment le Club des entreprises pour la planète créé en 2018. Donc, ça veut dire que là, il y a des patrons ou des cadres de PME qui nous écoutent. Ils peuvent être en contact avec le WWF, définir des enjeux, prendre leur part d'une certaine façon? Oui, absolument. Donc c'est vrai que je disais qu'on travaille beaucoup avec les grands groupes qui
prennent énormément de matières premières. On travaille aussi avec des PME, des ETI, exactement, sous une forme un peu différente, puisqu'on a structuré ce club qui leur permet à la fois d'agir collectivement, de partager des bonnes pratiques. Et alors, tout le monde ne peut pas y rentrer. Il faut qu'on s'assure, c'est des entreprises qui partagent notre vision, qui ont une offre, qui est un business model qui est très aligné avec notre stratégie, avec nos valeurs, et qui sont aussi dans une démarche de progrès et qui ont montré qu'ils sont vraiment en progrès très fort. Donc, c'est un club et on croit beaucoup à cette dynamique collective. Et on croit beaucoup d'ailleurs que c'est une de nos responsabilités et notre rôle d'ONG de mettre ensemble des acteurs qui, sinon, pourraient ne pas se parler. Et on croit beaucoup à cette force du collectif. Alors, je voudrais qu'on prenne quelques minutes, il nous reste 6-7 minutes, sur ces enjeux réglementaires européens, loi sur la restauration des écosystèmes examinée au Parlement européen cette semaine dans le cadre du Pacte vert. Pourquoi c'est une date, pourquoi c'est un moment important ? Alors c'est un moment important puisque c'est une réglementation qui va restructurer les ambitions européennes sur la restauration des écosystèmes. Il y a eu un jalon important l'année dernière qui était la COP 15 sur la biodiversité. C'était un grand événement mondial qui a permis de définir une trajectoire, une ambition collective pour agir sur la biodiversité. Donc il y a un certain nombre de cibles qui ont été définies. Mais aujourd'hui, tout ça ne reste qu'un papier. Et donc, il faut qu'on s'en empare, c'est collectivement, les politiques publiques, les entreprises, les ONG, pour faire en sorte que ce soit traduit en actions opérationnelles et concrètes. Et donc, typiquement, cette réglementation européenne, c'est un moyen pour l'Europe de pouvoir opérationnaliser ses ambitions COP15 sur le territoire européen. Avec ce chiffre que j'ai découvert en préparant l'émission, en allant sur le site du WWF, ce 81% des habitats naturels dégradés en Europe, et il y a un objectif ou une ambition liée à cette loi de restauration des écosystèmes, c'est de ramener au moins 20% des terres et des mers dégradées à leur état d'origine d'ici 2030. On est un peu dans un bras de fer avec des lobbies, certains qui disent mais c'est trop ambitieux, on n'y arrivera jamais, et puis des gens comme vous, avec les entreprises qui vous accompagnent, qui au contraire disent il faut y aller, ou il faudra même aller plus loin. C'est vraiment comme ça que vous le vivez ? On est complètement dans un bras de fer, pas qu'un peu. Exactement. Et donc on défend cette approche, je dirais, scientifique, passer de ce que l'on souhaite à ce dont la nature a besoin pour préserver l'intégrité. On parle souvent des services écosystémiques. En fait, c'est le cadre qui permet à nos sociétés de vivre correctement. Donc, nous, notre objectif, c'est ça. Notre mission d'ONG, c'est de faire en sorte que nos sociétés reviennent dans les limites et vivre en harmonie avec la nature. Est-ce que vous êtes plus fort quand vous portez cet argument avec une centaine d'entreprises qui signent le manifeste ? La réponse est un peu dans la question, mais dans un lieu comme le Parlement européen, vous sentez le fait d'avoir une puissance économique derrière vous, ça joue ? Tout à fait. Le fait d'avoir un pool d'entreprises, d'ailleurs, assez divers, avec des investisseurs, des banques, des assureurs, des entreprises de l'économie réelle qui vont être dans la transformation, les approvisionnements, avoir cette diversité d'entreprises, de plusieurs tailles aussi, qui soutiennent les mêmes arguments que WWF et d'autres ONG, d'ailleurs, il n'y a pas que WWF. Bien sûr. Mais le fait d'avoir ces messages à porter ensemble, ça aide aussi le politique à avoir un peu plus de courage politique et de prendre ses décisions. Est-ce que ce sont deux visions alors j'allais dire de l'économie, mais c'est même un peu faible dans la formulation, qui sont en train de s'opposer ? Oui, quelque part, puisqu'il y a la vision, je dirais, alors je ne sais pas si des visions long terme, mais en tout cas, il y a cette inertie au changement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir cette transition écologique le plus rapidement possible, pour le bien de tous d'ailleurs, puisque quelque part, les changements, soit on va choisir la façon dont ils sont opérés, soit on va les subir. Est-ce que la biodiversité, c'est resté pendant longtemps un peu l'angle mort des politiques de transformation environnementale ? C'est resté très en dessous des enjeux climatiques, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on a aussi ce besoin d'accélérer très fortement l'intégration des sujets biodiversité dans les stratégies d'entreprise, dans les politiques publiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est d'où l'intérêt de ce grand événement qu'on avait organisé. On est très satisfait d'avoir vu cette participation large et on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs entreprises qui testent ces méthodologies et qui aident, qui vont ensuite aider les autres à s'en emparer pour avoir un passage à l'échelle de ces méthodologies scientifiques. Mais alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le
discours des chefs d'entreprise ou des équipes au sein d'une entreprise qui disent « Ouais, mais alors la biodiversité, il n'y a pas de métrique, on ne sait pas comment le mesurer. » Vous avez des outils qui aident à le faire justement. Alors, il y a le Lab Capital Naturel, c'est ça, et la chaire comptabilité écologique. Alors là, c'est AgroParisTech qui l'a mise en place. Mais comment ça marche? C'est quoi ce Lab Capital Naturel? Alors ce lab, ça permet justement à des entreprises de tester des outils qui sont des outils qui permettent de définir ce dont la nature a besoin. Donc ce SBTN, typiquement. On revient à ça. Voilà. Il y a l'objectif basé sur la science. Exactement. Et puis, il y a un autre objectif, un autre outil qui est plus sur la comptabilité intégrée. Donc là, c'est-à-dire passer d'une logique de monétiser quelque part les impacts environnementaux à intégrer le volet nature comme un des axes du capital à prendre en compte. Donc c'est des sujets un peu techniques, mais c'est les deux outils qui sont aujourd'hui testés par des entreprises dans cette idée de lab, justement, de laboratoire de test, pour permettre d'avoir des retours d'expérience concrets, faire des retours pour faire évoluer les méthodologies qui ne sont pas parfaites comme toutes, justement pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'elles soient le plus applicables possible et ensuite être déployées plus largement. On termine là-dessus sur finalement, parce qu'on est toujours dans cette thématique de réglementation européenne. Est-ce que l'Europe est quand même en train de devenir le continent le mieux disant? L'est déjà d'ailleurs sans doute. Alors il y a ceux qui disent c'est un boulet et ceux qui disent au contraire ça va rendre l'économie européenne plus attractive. Vous êtes forcément, j'imagine, dans la deuxième catégorie, mais est-ce qu'on peut le prouver ça? Est-ce qu'on peut le prouver? En tout cas, ce qu'on constate, c'est que l'Europe reste le premier marché mondial et qu'on a aussi cette responsabilité de tirer les choses vers le haut et d'augmenter le niveau d'ambition. Et c'est tout l'état d'esprit, d'ailleurs, dans lequel cette réglementation déforestation a été prise. Parce que je rappelle que c'est la déforestation légale et illégale. Donc, c'est-à-dire que l'Europe n'accepte pas de produits ayant causé de la déforestation, même légale, à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un changement d'état d'esprit quand même des politiques européennes qui sont vraiment très positives. C'était 10 ans de travail aussi. Oui, merci beaucoup Nicolas Loz de Couette-Gouran et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Ça vous dirait un coussin géant, un pouf à base de quoi? De tissu de montgolfière. Et oui, c'est ça.